Denise Flume était une adolescente en dernière année au lycée. Elle se préparait à vivre une nouvelle vie à l'université et un bel avenir tout tracé se préparait devant elle. Malheureusement, un beau jour, elle va quitter son domicile et elle ne reviendra jamais. L'enquête s'est étalée sur des dizaines d'années et de nombreux rebondissements rendront l'affaire encore plus mystérieuse. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Denise Flume, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui n'est pas résolue, mais pourtant vous allez voir qu'il va y avoir de nombreuses arrestations, de nombreux rebondissements. Vraiment, cette histoire est dingue. Mis à part ça, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et à présent, lançons-nous dans cette triste et mystérieuse histoire. Denise Diane Flume est née le 14 janvier 1969 et a vécu aux États-Unis dans l'État de l'Indiana, dans la ville de Connorsville. Elle y a vécu avec son père, David Flume, ainsi qu'avec sa mère, Judy, et sa petite sœur. En 1986, Denise avait alors 18 ans et était en dernière année à l'école secondaire de Connorsville, où d'ailleurs elle jouait au volleyball, au basketball et au softball. À cette époque, elle savait déjà quoi faire de sa vie. Après son diplôme, elle envisageait d'aller étudier la microbiologie à l'université de Miami dans l'Ohio. Tout allait vraiment à merveille dans sa vie. Elle allait sans doute décrocher une bourse d'études. De plus, elle était trésorière au club scientifique et avait toujours d'excellentes notes. Malheureusement, en février 1986, elle et son petit ami Sean M. McClung ont pris la décision de rompre alors que ça faisait 3 ans qu'ils étaient en couple. Il faut se rendre compte que ça avait été une rupture assez difficile pour Denise, déjà parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, mais aussi parce qu'elle s'imaginait aller à son bal de promo avec lui, que tout ça soit féerique, et là, toutes ses espérances tombaient un petit peu à l'eau. Mais bon, elle essayait malgré tout d'aller de l'avant, et même selon sa mère, depuis sa rupture, Denise paraissait bien plus sociable qu'avant. Mais à présent, plongeons-nous dans la journée du jeudi 27 mars 1986. Ce soir-là, Denise s'était rendue à un feu de joie. En fait, il n'y avait pas école le lendemain parce que le vendredi 28 était en fait le vendredi saint. La fête avait lieu dans une ferme qui se situait à Glenwood, qui était la ville voisine. À la base, c'était censé être une petite fête, mais au fil de la nuit, la fête s'est étendue et au final, quelques autres élèves de l'école secondaire de Connorsville sont arrivés. À la fin, pour vous dire, ils étaient quand même une bonne centaine de jeunes présents à ce feu de joie. Denise, de son côté, est restée quelques heures à la fête et puis elle a décidé de rentrer chez ses parents. Elle s'est ensuite endormie, la nuit est passée, mais le lendemain matin, Denise va se rendre compte qu'elle avait oublié son sac à main à la ferme où avait lieu le feu de joie. Donc vers 12h30, elle a appelé quelques-unes de ses amies pour leur demander si elles pouvaient l'accompagner jusqu'à la ferme pour aller récupérer son sac à main. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi Denise ne voulait pas y aller seule, mais voilà, selon ses amies qu'elle a eues au téléphone, Denise se sentait mal à l'aise d'y aller sans personne. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on n'en sait pas plus, donc oui, elle ne voulait pas y aller seule, mais au final, on a très peu d'informations sur le pourquoi. Mais en tout cas, pour en revenir aux faits, toutes les amies de Denise vont lui dire qu'elle n'était pas disponible pour y aller avec elle. Donc suite à ça, Denise décidera malgré tout d'y aller toute seule. Donc là, Denise est sortie de chez elle, elle a croisé rapidement un voisin avec qui elle a parlé, et puis elle est montée à bord de sa voiture, une Buick Regal de 1981 de couleur crème, mais voilà. Après ça, plus personne ne la reverra jamais en vie. Le voisin à qui elle a parlé va d'ailleurs être la dernière personne à avoir vu Denise en vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque Denise est partie, elle n'avait pas son sac à main avec elle, donc elle n'avait aucun papier d'identité. En plus, et c'est important de le noter, Denise est partie de la maison en portant ses lentilles de contact et elle n'a pas pris avec elle sa solution pour les lentilles ni son étui de transport. Ce qu'elle aurait donc fait si elle comptait partir pendant un long moment. Donc voilà, à la base, c'était censé juste être un aller-retour. Denise allait chercher son
son sac, puis elle revenait à la maison. Mais les heures sont passées et l'heure du repas est arrivée. C'est là vraiment que les parents de Denise ont commencé à s'inquiéter parce que c'était pas normal que leur fille loupe le souper comme ça sans prévenir, c'était même jamais arrivé. Clairement, si Denise n'était pas là, si elle n'avait prévenu personne, ça voulait sans doute dire que quelque chose lui était arrivé. Au final, ses parents n'ont pas voulu perdre de temps et ils ont bien fait. À 20h30 ce soir-là, ils ont appelé la police locale et ont signalé la disparition de leur fille Denise. Par contre, malheureusement, même si les parents ont eu le bon réflexe, ce ne sera pas vraiment le cas de la police locale. En fait, les policiers vont répondre tout simplement aux parents de Denise qu'il était beaucoup trop tôt pour s'inquiéter. Ils vont aussi leur dire que leur fille était adolescente et que la famille réagissait de manière trop excessive. En gros, ils leur ont dit que comme Denise était jeune, elle était sans doute juste partie voir des amis en douce, rien de plus et rien de grave surtout. Mais bon, la famille de Denise, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était pas du tout du genre de Denise de faire ce genre de choses, et donc ils ont décidé de continuer eux-mêmes la recherche. Ils se sont alors mis à appeler tout l'entourage de leur fille pour savoir si quelqu'un l'avait vue. Et puis ils ont aussi appelé certains de leurs proches pour leur demander de l'aide et pour les aider à rechercher leur fille avec eux. Et ça va mener à quelque chose parce que très rapidement, une toute première découverte va être faite. La voiture de Denise a été retrouvée garée près d'une grange sur un petit chemin en gravier dans la ville de Glenwood, donc la ville où la soirée avait eu lieu la veille. Quand la voiture a été retrouvée, elle était verrouillée et autour d'elle, il n'y avait strictement aucun signe de lutte. Mais bon, malgré tout, le fait qu'on retrouve la voiture de Denise abandonnée comme ça un petit peu au milieu de nulle part a d'autant plus inquiété ses parents. Et d'ailleurs, après ça, la police s'est officiellement impliquée dans l'enquête. Les enquêteurs ont alors interrogé l'agriculteur à qui appartenait la grange où la voiture de Denise avait été retrouvée. Il confiera alors que la voiture de Denise était arrivée entre 12h30 et 13h15 le jour de sa disparition. On se rappelle, Denise était partie de chez elle à 12h30, donc ça veut dire que dès qu'elle est partie, elle a été à cet endroit, elle est sans doute pas passée autre part avant. L'agriculteur va également confier aux policiers qu'il n'a pas vraiment réagi quand il a vu la voiture abandonnée là, parce qu'il était habitué, il y avait régulièrement des gens qui vont chasser les champignons, qui garaient leur voiture, qui allaient faire un tour et qui revenaient un petit peu plus tard. Par contre, il y a quand même une chose importante à savoir par rapport à l'endroit où la voiture a été retrouvée. Il n'était pas du tout proche de l'endroit où le feu de joie avait eu lieu la veille. Elle se trouvait en fait à un point opposé de la ville, à plus ou moins 5 km de là. Ça fait qu'on ne savait absolument pas pourquoi Denise se trouvait dans ce secteur en particulier. Les enquêteurs vont ensuite se rendre à la ferme où la fête avait eu lieu et ils ont alors interrogé le propriétaire des lieux. On va alors lui demander si le jour de sa disparition, Denise était passée à la ferme pour chercher son sac. Et à ça, le propriétaire répondra que non, il n'avait pas vu Denise ce jour-là. Avec ça, on peut donc se douter que Denise est partie de chez ses parents et a directement roulé jusqu'à cette grange où elle a déposé la voiture sans même passer à la ferme récupérer son sac. Les choses paraissaient donc extrêmement étranges, mais vous allez voir, un autre événement va venir perturber l'enquête. En fait, quelques jours plus tard, une des amies de Denise va se rendre chez les parents de Denise et c'est la mère qui va la recevoir. Cette amie va alors expliquer qu'elle avait vu Denise le jour de sa disparition et selon elle, elle l'avait vue dans un magasin de vêtements appelé Fashion Bug qui se situait justement pas très loin de chez elle. Donc là, je récapitule. Si cette amie dit vrai, ça veut dire que Denise est partie de chez elle, elle a déposé sa voiture dans le champ près d'une grange et après ça, elle serait revenue je ne sais pas comment vers chez elle et aurait été dans un magasin de vêtements. Ça paraît dingue et pourtant le témoignage de cette amie est totalement plausible. Pour décrire qu'elle disait la vérité, cette amie a décrit parfaitement ce que portait Denise ce jour-là. Elle portait donc un t-shirt rouge du groupe Motley Crue, un jean à rayures bleues, des baskets blanches, mais également une bague en or et une bague en argent. La police a évidemment organisé de grandes battues pour essayer de retrouver Denise ou des indices et d'ailleurs, pendant ces battues, les agents vont remarquer quelque chose d'assez intéressant. Sean McClung, qui était donc l'ex-petite amie de Denise, n'a pas
participer aux recherches. De plus, eh bien, ils noteront qu'il n'avait pas vraiment l'air bouleversé par sa disparition. En fait, pour tout vous dire, il avait même l'air d'assez bien le vivre. Les enquêteurs l'ont alors interrogé et Shaun dira qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de son ex-petite amie. Et puis en soi, eh bien, la police n'avait rien de concret contre lui à part un comportement un peu étrange, donc ils l'ont relâché. Personnellement, je me dis que si Shaun avait vraiment fait du mal à Denise, eh bien tout au contraire, il aurait vraiment été investi dans la recherche et il aurait même paru bouleversé. En fait, toujours selon moi, son comportement est plus celui d'une personne vraiment pas sympathique plutôt que celui d'un meurtrier. Mais bon, dans tous les cas, eh bien on ne reparlera plus de lui car peu de temps après les faits, eh bien Shaun a déménagé et est parti vivre dans l'état de l'Arizona. 2 ans vont ensuite passer, mais le 10 août 1986, il va y avoir un énorme rebondissement dans l'enquête. Les parents de Denise vont recevoir un appel venant d'une fille qui habitait dans l'état de Virginie, dans la ville de Norfolk, c'est-à-dire à plus de 11 heures en voiture de chez eux. Cette fille a alors dit au téléphone qu'elle était Denise. Alors les parents ont eu l'air de le croire parce que justement cette fille avait téléphoné le jour où ils avaient pris congé. De ce que j'ai compris, eh bien les parents de Denise prenaient congé à peu près à la même période chaque année et le fait qu'ils aient reçu cet appel de leur fille, soi-disant ce jour-là, prouvait que ça pouvait bel et bien être elle, vu qu'elle connaissait un petit peu leur planning et leurs horaires. Donc là, Jody et David, les parents de Denise, ont tout de suite eu espoir que ce soit réellement leur fille qui les avait appelés. Ils ont donc appelé la police pour leur parler de ce qui s'était passé. Et après ça, eh bien, il a fallu 2 semaines aux enquêteurs pour essayer d'identifier le numéro qui avait appelé le couple et surtout d'où venait ce numéro. Donc après ça, les parents de Denise ont bel et bien reçu le numéro de téléphone qui les avait appelés et ils ont vu qu'il venait bien de Norfolk. Après ça, eh bien, ils ont décidé de tous les deux rouler les 11 heures jusque là-bas afin de vérifier s'il s'agissait bel et bien de leur fille qui les avait appelés. D'ailleurs, une fois sur place, eh bien, ils ont été pris en charge par la police de Norfolk et ils ont parcouru la ville pour interroger plusieurs personnes. Au final, eh bien, ils ont découvert que la fille qui les avait appelés avait 19 ans et que de base, eh bien, elle venait de la même ville qu'eux, c'est-à-dire de Connorsville. Alors, évidemment, cette fille n'était pas Denise, donc la police va la confronter et dans un premier temps, elle va nier les faits. Mais finalement, eh bien, elle a admis que c'était bel et bien elle qui avait appelé et que tout ça était en fait une très mauvaise blague. D'ailleurs, en même temps, la police va interroger plusieurs proches de cette jeune fille de 19 ans et ces personnes diront que cette fille s'était beaucoup de fois vantée d'avoir fait cette blague téléphonique et qu'elle avait même dit qu'elle voulait recommencer. Mais bon, au final, eh bien, cette histoire n'a pas été plus loin. Par la suite, pendant plusieurs décennies, eh bien, toute l'enquête est restée au point mort. La famille de Denise a même offert une récompense de 5 000 $ en échange d'informations menant à Denise, mais personne n'est venu en parler. La suite se passe à présent en 2014. À cette époque, eh bien, les enquêteurs ont décidé de se tourner vers la technologie ADN. En fait, quelques années plus tôt, les parents de Denise avaient confié aux enquêteurs une de ses dents de lait. Grâce à ça, eh bien, ils ont pu en extraire de l'ADN et son profil ADN a donc été comparé avec les autres profils qui se trouvaient dans la base de données de la police. Mais bon, malheureusement, eh bien, aucune correspondance n'a été faite. Par la suite, le 3 mai 2018, une des enquêtrices sur l'affaire a décidé d'ouvrir une page Facebook appelée Justice for Denise Flum. Je vous mets d'ailleurs le lien vers la page Facebook en barre de description. Mais donc cette enquêtrice, en ouvrant cette page Facebook, avait vraiment l'espoir que ça puisse faire connaître un peu plus le cas et que peut-être certaines personnes témoignent suite à ça. Pour ce qui est des parents de Denise, eh bien, après la disparition de leur fille, ils sont devenus de plus en plus protecteurs envers leur plus jeune fille et évidemment, ça se comprend. Jusque maintenant, eh bien, la famille a toujours gardé les affaires de Denise, que ce soit ses photos, ses livres, ses trophées ou même ses vêtements. En fait, ça a vraiment été une manière de la garder très proche d'eux. Judy, donc la mère de Denise, a donné une entrevue il y a quelques années et a dit « Elle était une étudiante d'honneur. C'était une athlète talentueuse, elle aurait probablement obtenu des bourses sportives ou académiques. Elle avait tellement de choses pour elle, il n'y avait aucune raison de s'enfuir. C'est quelque chose dont on ne se remet jamais.
Nous y pensons tous les jours, la douleur ne disparaît jamais. Vous apprenez à la cloisonner et vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Vous ne pensez plus que vous allez perdre la tête comme nous l'avons fait à l'époque. Assez récemment, en 2018, l'enquête a été réouverte et certaines preuves ont alors été réétudiées et des témoins ont été réinterrogés. Et ça a mené à quelque chose parce que le 7 septembre 2018, les autorités ont annoncé qu'il y avait de nouvelles informations dans l'enquête et que ces informations constituaient la preuve que l'adolescente avait été assassinée. D'ailleurs, après ça, les enquêteurs ont décidé d'organiser des fouilles dans la campagne du comté de Fayette et des chiens pisteurs ont même été emmenés sur les lieux. Je précise, le comté de Fayette, c'est le comté qui englobe Connersville et aussi Glenwood. Mais bon, malheureusement, malgré ces recherches qui étaient quand même assez intenses, rien n'a été retrouvé. Mais les enquêteurs ne se sont pas laissés démonter et quelques mois plus tard, de nouvelles fouilles ont eu lieu dans un étang de la région, mais là encore, la police n'a jamais retrouvé les restes de Denise. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, dans cette fouille, ils ont retrouvé d'autres restes humains, mais liés à une autre affaire criminelle. Mais en tout cas, suite à toutes ces fouilles qui ne donnaient rien, les enquêteurs ont décidé de revenir à leur piste principale, c'est-à-dire la potentielle culpabilité de Sean McClung, donc l'ex-petite amie de Denise. Les enquêteurs vont alors le retrouver et vont à nouveau l'interroger. Là, de nouveau, pendant cet interrogatoire, Sean n'a montré aucune émotion, il est resté stoïque. Donc là encore, tout comme quelques années auparavant, les enquêteurs ne pouvaient rien faire et ils ont simplement relâché Sean. Mais en 2020, les enquêteurs vont à nouveau tenter de l'interroger. En fait, entre-temps, Sean avait été incarcéré pour 2 autres accusations qui, je le précise, n'avaient strictement rien à voir avec le cas de Denise. Pour comprendre, je vais quand même vite fait vous refaire les grandes lignes de la vie de Sean. Donc juste après la disparition de Denise, Sean avait déménagé en Arizona, il avait fait toute sa vie là-bas, mais finalement en 2017, il était revenu vivre à Connersville. L'année d'après, l'enquête sur la disparition de Denise avait repris et c'est à ce moment-là que Sean avait appris qu'il faisait l'objet de plusieurs accusations de violence domestique venant de femmes qu'il avait fréquentées lorsqu'il vivait en Arizona. C'était donc suite à tout ça qu'il avait fini par être incarcéré. Et donc c'est comme ça qu'on en vient à ce fameux entretien qui a eu lieu en 2020. Cet entretien, il a duré 3 heures et il faut savoir qu'à un moment donné, Sean a dit qu'il voulait avouer. Il va alors confier à la police que c'était bel et bien lui qui avait tué Denise en mars 1986. Sean va d'ailleurs dire à la police que ce jour-là, Denise était venue le chercher juste avant d'aller chercher son sac à main. Mais voilà, les deux s'étaient alors disputés et au cours de la dispute, Sean dira qu'il l'avait tuée. Une fois qu'il s'était rendu compte que Denise était décédée, Sean expliquera qu'il avait appelé plusieurs de ses amis pour leur demander de l'aider à cacher le corps de Denise. Donc voilà, en gros, il dira ça, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il disait qu'il était coupable. Et donc, il s'attendait, j'imagine, à recevoir une grosse sentence. Mais tout au contraire, la police lui a proposé un marché. Il laissait tomber toutes les charges contre lui à condition qu'il leur dise où se trouvait le corps de Denise. Clairement, là, c'était une proposition en or pour Sean parce qu'il pouvait faire ses aveux et en même temps lui garantissait que ça ne changerait rien ou presque rien à sa vie. Mais bizarrement, et ça a été presque incompréhensible, Sean va refuser cet accord. Mais surtout, il va refuser de dire à la police où se trouvait le corps de Denise. Donc suite à ça, l'accord est tombé à l'eau et Sean a été accusé d'homicide volontaire. Mais bon, l'affaire n'a jamais été plus loin parce qu'en septembre 2020, Sean est décédé des suites d'une maladie où il était en phase terminale. Il n'a donc jamais été jugé pour la disparition de Denise. Par contre, écoutez bien, parce que 5 jours avant sa mort, Sean, qui était donc à l'hôpital, avait demandé à parler à son avocat. Là, il lui avait dit que s'il avait avoué le meurtre de Denise, c'était uniquement parce qu'il pensait que ses aveux allaient lui permettre de sortir en prison. Donc je le rappelle, avant il était en prison pour des accusations de violence domestique. Il s'était donc dit que s'il confessait le meurtre de Denise, peut-être qu'il obtiendrait un accord avec la police pour pouvoir sortir. Mais bon, il dira qu'au final ça n'avait pas marché parce qu'il n'avait pas été capable de dire où se trouvait le corps. En fait, la fin de cette histoire me rend vraiment perplexe parce qu'au final, on peut même pas être sûr que Denise est bel et bien décédée. Je me dis qu'on a quand même son profil ADN, donc c'est possible qu'un jour on puisse la retrouver.
En tout cas, c'est vraiment tout ce que je souhaite à la famille. Mais voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire toutes vos théories, tout ce que vous avez pensé de cette histoire, si selon vous Shaun est coupable ou non. Et sinon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Bye!